On t'a vendu Converse comme un mythe authentique, une sneaker née pour le basket, devenue éternelle. Sauf que, ce mythe repose sur deux vérités gênantes. D'abord, Chuck Taylor n'est pas le fondateur, et il aurait même probablement jamais touché de royalty, alors que son nom est sur la chaussure depuis 1932. Ensuite, Converse a carrément fait faillite en 2001, avant d'être racheté par Nike pour environ 305 millions. Alors la question est simple, Converse est-elle une légende ou une légende fabriquée? Reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre comment et pourquoi cette chaussure est devenue un symbole mondial. Abonne-toi si tu veux comprendre ce que les grandes marques préfèrent oublier. On nous raconte une histoire sur Converse. C'est une histoire d'authenticité. C'est une histoire de rébellion. La version propre, tu la connais. Converse, c'est la sneaker intemporelle, la chaussure qui traverse les générations. On te dit, c'est l'original du basket. C'est Chuck Taylor. C'est l'authenticité pure. Mais cette histoire officielle oublie l'essentiel. Converse n'a pas survécu grâce à une innovation technique. Elle a survécu grâce à une chose plus puissante que la performance, la culture. Et ça commence bien plus tôt que ce qu'on imagine. Cette version des événements n'est pas entièrement fausse, mais c'est un résumé soigneusement édité. Elle omet les luttes, les compromis, les profondes ironies de l'histoire de la marque. La première fissure dans cette façade impeccable est le rôle de Chuck Taylor lui-même. Ce n'était pas un designer au sens moderne du terme, c'était un maître du marketing, un vendeur itinérant qui organisait des cliniques à travers le pays pour promouvoir la chaussure. Une autre omission, la rémunération. Taylor était un employé salarié. Il ne percevait pas de redevance sur chaque paire portant son nom. Bien qu'il ait vécu confortablement, il n'a jamais connu la richesse astronomique que Jordan gagnerait plus tard. Son nom est devenu un actif d'1 milliard de dollars. Mais l'homme était resté un homme de la compagnie. Le mythe passe sous silence le long et douloureux déclin de la marque. Comme si la transition vers la contre-culture était un pivot sans heurts et délibéré. La jeunesse de Converse n'a rien à voir avec le sport ou le style, mais tout à voir avec le caoutchouc vulcanisé et la demande saisonnière. En février 1908, à Malden, Massachusetts, Marquis Mills Converse fonde l'entreprise. Ancien gérant de magasin de chaussures, 47 ans, pragmatique. Industrialisation et urbanisation rapide, les villes grossissent, les usines tournent, objectif initial, produits utilitaires pour garder les pieds au sec et au chaud. Problème, vente fortement saisonnière. Boom en automne, hiver, creux au printemps. Cycle inefficace et précaire pour la trésorerie. Il faut un produit qui tourne l'usine toute l'année. La solution, l'athlétisme. Les sports organisés gagnent en popularité. Converse expérimente le tennis et le basketball, encore en formation. En 1917, elle introduit une chaussure à semelle caoutchouc, robuste et tige en toile légère. Elle s'appelle simplement All Star. Pas un phénomène instantané, un produit parmi d'autres. Le jeu lui-même évolue encore. Règles, stratégies, attentes. La construction est l'extension des capacités cœur de l'entreprise. Au départ, identité ancrée dans la fonction, pas la rébellion. Une ligne de produits pour lisser la saisonnalité. Voilà comment ça a commencé. En 1921, l'histoire prend un tournant. Pas par un design révolutionnaire, mais par un homme. Charles Chuck Taylor. Basketteur semi-pro, véritable talent de persuasion. Il se plaint, les All-Stars font mal. Il propose des idées pour les améliorer. Converse l'embauche. Non pas un designer de labo, un ambassadeur sur la route. On lui donne une voiture et un compte de dépenses. Pendant 3 décennies, il sillonne l'Amérique. Clinique pour coachs et joueurs. Masterclass de marketing de proximité. Ses ajustements sont modestes mais utiles. Flexibilité, soutien, patch de cheville. En 1932, sa signature lit l'homme au produit. Une personnalité était née. Des années 30 aux 60, Converse jouit d'un quasi-monopole. La All-Star est l'uniforme. Pendant la guerre, elle devient chaussure d'entraînement de l'armée américaine. 1936, l'or olympique. L'icône s'imprime dans l'imaginaire. La domination crée la confiance et la complaisance. Le sport devient science. Les athlètes sont plus grands, plus rapides, plus forts. Ils exigent amorti, soutien supérieur, matériaux durables. La All-Star, design de 1917, est mal équipée pour cette ère. Adidas et Puma apportent un avantage technologique clair. Les joueurs basculent vers la performance et la prévention des blessures. Converse reste arrimé à son passé. L'héritage ne suffit plus. Des succès temporaires ne changent pas la stratégie.
Milieu 80s, l'ère Jordan combine star power, récit et innovation. Coup de grâce. La présence s'effrite du pro au lycée. La rue récupère la chaussure, sans stratégie de Converse. Cécité stratégique. Se croire marque de sport quand le public voit une icône de rue. La voie vers la ruine financière est tracée. Erreur de calcul catastrophique. Confondre nostalgie et performance. Son nom est immortel, mais Chuck Taylor n'était ni fondateur ni inventeur et n'a probablement jamais touché de royalty. Converse a compris tôt, le sport vend des figures. Chuck est une preuve vivante, une histoire incarnée. Janvier 2001, dépôt de bilan, puis rachat par Nike pour environ 305 millions. Pourquoi? Parce que la performance se copie, la culture, non. Nike n'achète pas une chaussure, Nike achète une place dans l'imaginaire. À court terme, c'est rationnel. Sauver une icône, rationaliser la chaîne. À long terme, c'est dangereux. L'authenticité peut se dissoudre dans la gestion de marque. Décisif pour l'avenir, maintenir la silhouette, moderniser le confort, préserver l'aura. Améliorer sans trahir. L'équilibre est fragile, mais vital. Chaque paire vendue nourrit désormais le mastodonte qu'elle incarnait contre. Le jugement bascule. L'histoire de Converse n'est ni propre, ni linéaire. C'est du pragmatisme industriel et du génie marketing. C'est aussi de la négligence d'entreprise, puis une résurrection culturelle, gérée. Les sous-cultures ont sauvé la signification quand la performance ne suffisait plus. L'acquisition par Nike boucle le paradoxe. Le sauveur est aussi le conquérant. L'authenticité est désormais programmée, budgétisée, testée. Et pourtant, les gens continuent d'y inscrire leurs propres histoires. Le succès n'est pas moralement confortable. C'est une tension entre usage réel et récit vendu. La chaussure à ton pied n'est jamais juste une chaussure, c'est un argument. À ce stade, est-ce que tu aurais fait mieux? Dis-le en commentaire. Converse n'est pas la story parfaite qu'on te raconte. C'est une marque fondée en 1908, devenue standard du basket, portant la signature d'un employé depuis 1932. Une marque qui a failli mourir, avant d'être rachetée par Nike. Converse est-elle une icône authentique ou une icône parfaitement fabriquée? Quelle marque devrait passer sur le banc des accusés dans la prochaine vidéo? Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires de marques incroyables.